Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus, d'avoir répondu à cet appel pour participer aux Assises de l'engagement pour la biodiversité. Donc je vous propose de commencer cette journée et je vais laisser le mot d'accueil à le président du Conservatoire d'espaces naturels d'Alsace, M. Frédéric Deck. Merci Luna. Bienvenue à toutes et à tous pour ces 2 jours de réflexion par atelier et en séance plénière sur le bénévolat dans le cadre du Life Biodivest, Biodivest. Et je vais m'arrêter là et laisser tout de suite la parole à Madame Léry, vice-présidente de la commission environnement du Grand Est. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis heureuse d'être présente aujourd'hui pour cette ouverture des assises régionales de l'engagement pour la biodiversité. Donc, c'est un grand honneur pour moi parce que je suis particulièrement ce dossier et je suis bénévole depuis l'âge de 20 ans dans le monde associatif. Donc, je sais ce que c'est l'engagement citoyen. Donc, ça fait plus de 11 ans que je suis présidente d'une association. Donc, je sais également les difficultés qu'on peut avoir en tant que président, en tant que responsable d'une organisation pour le milieu associatif, notamment depuis le Covid, parce qu'on voit que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des bénévoles. Donc je suis encore plus heureuse d'être présente aujourd'hui pour qu'on trouve des chemins, des idées pour donner aux jeunes l'envie de s'engager pour la biodiversité. Cette journée fait partie également du Life Biodiversité, parce qu'à la région du Life. Voilà, c'est pour ça que je me permets de dire live. Live, live, c'est pareil, hein. Ça dépend comment on le prend. C'est l'instrument financier de l'Europe. De l'Europe. Alors il faut savoir justement que la région, c'est la seule région au niveau européen à avoir obtenu ce LIFE. En fait, il y a plusieurs actions, on est 14 partenaires et la région met 26 millions d'euros pendant 10 ans avec différentes actions. Et une des actions, c'est l'engagement citoyen. On a également la création de 10 nouvelles réserves. On a également, je sais qu'il y a Verena qui est là également, c'est comment mieux former le monde professionnel, les élus, parce que c'est aussi les élus qui prennent les décisions, donc c'est quand même mieux de les former. Également le milieu scolaire, donc c'est vraiment un ensemble de choses qui font qu'on va vers une meilleure vue de l'environnement, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, le LIFE, l'engagement citoyen, c'est aussi permettre à tous nos... Oui, le LIFE, pardon, parce qu'à la région, on ne parle que de LIFE, donc je ne vais que dire là, je me préviens comme ça. Donc effectivement, ça permet aussi à tout le monde de faire cet engagement citoyen, de la personne qui ne connaît rien, donc elle va aller dans un chantier nature, on le voit dans les réserves, parce que je suis également présidente de 3 réserves. Donc une fois par an, on va faire des chantiers nature où là, ils vont être guidés par des gens qui connaissent mieux le territoire et ils vont leur donner des conseils, des choses, donc ils vont apprendre, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais on a également des inventaires scientifiques pour des personnes qui connaissent mieux le monde de l'environnement, donc on a vraiment un panel très large, donc ça peut intéresser le maximum de gens, donc je pense qu'il faut vraiment axer là-dessus. Donc je sais que le CNRS travaille très dur, d'ailleurs c'est une des associations historiques alsaciennes, donc avant le CSA, donc on voit bien qu'il y a vraiment tout un savoir-faire qu'il faut garder et puis aussi transmettre aux nouvelles générations. Donc c'est sur ça que vous avez travaillé pendant 2 jours, donc je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est un sujet d'actualité et puis j'espère que demain soir on va trouver plein de solutions pour donner aux jeunes l'envie de s'engager. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai le grand plaisir de vous adresser l'invitation et la bienvenue de la part de Jeanne Farseguian, maire de Strasbourg, et de Pia Ims, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, pour cette rencontre, j'allais dire, qui tombe à point. Parce que il se trouve que effectivement, nous à Strasbourg, on est très attachés au fait associatif, à sa dynamique, au dynamisme citoyen. On a un enjeu sur la démocratie et la participation des citoyens et des citoyennes aux politiques publiques et aux actions. Et quand je dis que c'est une rencontre qui tombe à point, parce que peut-être que dans quelques jours,
on se rendra compte que plus que jamais en France, nous aurons besoin de la puissance citoyenne en face d'un pouvoir qui partira peut-être à la dérive sur ces sujets-là. Et la puissance citoyenne, c'est vous toutes et tous qui la représentez aujourd'hui, ce matin, ici à Strasbourg. Et cette puissance citoyenne, il faut que nous réfléchissions ensemble à comment la conforter, comment la renforcer. Parce que c'est ça qui est le déterminant pour les enjeux que nous avons à affronter. Et donc je me permets, avec un peu de gravité peut-être, de resituer cette rencontre, ces 2 jours de travail ici, dans cette perspective-là. C'est pas que comment j'évite les marchés publics, les mises en concurrence, comment je m'accommode du code des marchés, on n'en est plus là malheureusement. On en est sur comment on mobilise, comment on fait en sorte que les citoyennes et les citoyens continuent de s'intéresser à cet enjeu déterminant pour notre avenir, pour l'humanité que sont nos ressources de biodiversité, et comment on crée le mouvement qui va résister, qui soit capable de résister et de contrer des pouvoirs qui négligeraient ces enjeux et n'en tiendraient pas compte. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue à Strasbourg, capitale européenne des droits humains, capitale du Grand Est aussi, j'en profite toujours pour rappeler ça en présence d'élus du Grand Est. Je remercie évidemment et je félicite les organisateurs de ces rencontres, leurs partenaires financiers. l'Eurométropole n'y figure pas, mais on est très heureux de pouvoir vous accueillir ici à Strasbourg pour ces journées que j'espère, pour ces 2 jours que j'espère évidemment fructueux et bénéfiques pour nos concitoyens et concitoyennes. Merci beaucoup. Merci. Alors, quelques petits mots rapides avant de repasser la parole à Luna, qui est le chef d'orchestre, qui est la chef d'orchestre de ces 2 jours. Ces 2 jours qui doivent mettre en perspective, que ça a été dit par les uns et les autres, le bénévolat et l'engagement citoyen, au cœur du dispositif de protection de la nature depuis, et vous avez raison Madame Legris, bientôt 50 ans que nous existons. Et c'est aussi, et Marc l'a dit aussi, une force sur laquelle les élus, les administrations peuvent s'appuyer, parce que les partenaires, pouvoirs publics, peuvent compter sur des associations et doivent les soutenir. Alors, nous allons travailler pour faire encore mieux, pour essayer de faire encore mieux, avec un état des lieux que Luna va vous présenter dans quelques instants. Et sur cette base, nous allons travailler pour faire une proposition de stratégie qui nous permettra d'aller encore plus loin dans la mobilisation de nos concitoyens. Nous avons bien travaillé, j'ose le dire, puisque l'état des lieux n'avait jamais été fait auparavant. Et nous avec les autres associations de protection de la nature, nous allons rechercher et enclencher une démarche ambitieuse à l'échelle régionale, comme dit, avec les autres associations. En mots sur la bonne connaissance du sujet, expérience du bénévolat du conservatoire, qui, comme je le dis, a bientôt 50 ans, que nous avons... C'est une de nos forces dans les associations de protection de la nature, d'avoir su, pendant ces décennies, mobiliser les bénévoles et les concitoyens à la démarche de protection de la nature. Et puis, je n'oublie pas les autres conservatoires du Grand Est, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, qui sont en partie là aujourd'hui. Alors, je ne sais pas où est... Il peut lever la main peut-être. Mais dont les présidents seront là demain. Évidemment, comme vous l'avez dit, Madame Legris, la mobilisation pendant 2 jours, quand on est sur place, ça va. Quand on vient de plus loin, c'est parfois plus difficile. Voilà, je vais redonner la parole à Luna, qui va vous faire un rapide compte-rendu
de l'état des lieux et puis qui va vous donner quelques infos pratiques pour la suite des événements de ces 2 jours. Oui, je vais commencer par quelques informations sur la suite de la journée. Donc là, tout de suite après, je vais vous proposer une synthèse de l'état des lieux du bénévolat en faveur de la biodiversité dans la région que nous avons réalisée l'année dernière. Et donc, on devrait terminer cette séance vers midi. Donc ensuite, on vous propose un buffet déjeunatoire qui sera servi ici. Vous pouvez investir les lieux ici. Et puis, il y a également la terrasse du café en face qui est accessible si vous voulez vous y installer. Voilà, ensuite on se retrouve sous la verrière à 14h pour un temps d'interconnaissance. Donc on vous proposera simplement une petite animation qui permettra un petit peu de... Alors on va pas faire un tour de table parce qu'on est nombreux, mais une petite animation qui nous permettra un petit peu de savoir d'où viennent chacun, de quels horizons sont les participants. Voilà, et puis ensuite à partir de 14h30 jusqu'à 17h, ce seront les ateliers participatifs où on vous invitera à travailler. Simplement de 14h30 à 15h, il y aura aussi une petite phase d'introduction avec des témoignages pour s'approprier les enjeux des différents ateliers. Donc c'est une phase d'introduction par thématique, donc il y a 4 grandes thématiques dans lesquelles sont répartis les 10 ateliers. Donc ça, tout à l'heure, à l'interconnaissance, on vous donnera plus d'informations sur les salles, etc. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. Et puis de toute manière, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir, moi et toutes les autres personnes qui ont un petit badge jaune. Normalement, on est tous au point sur l'organisation. Voilà ce qu'il fallait que je vous dise. Ah oui, et puis ce soir, donc à partir de 18h, on vous propose un moment convivial. Partager un petit apéritif dînatoire. Et donc cela signifie que de 17h à 18h, il y a un temps libre. Profitez-en pour discuter, peut-être poursuivre les échanges qui auront eu lieu à l'intérieur des ateliers. Nous avons également mis à disposition un buffet des publications où les associations ont déposé leur documentation, donc n'hésitez pas à aller parcourir ça. Et puis je vous invite aussi à aller visiter la Copette, donc une petite épicerie avec des produits locaux et responsables. Voilà, il y a plein de choses intéressantes dans cette boutique. Donc nous pouvons passer à la présentation de l'état des lieux du bénévolat en faveur de la biodiversité dans la région Grand Est. Donc l'année dernière, en 2023, nous avons sollicité vos associations pour répondre à une enquête. Et les résultats de cette enquête ont été partagés il y a quelques jours par mail. Alors le rapport a été transmis sur les adresses de contact des associations. Donc si en tant que bénévole, vous n'y avez pas forcément eu accès, n'hésitez pas à demander à vos associations. Et puis on a aussi déposé ce rapport complet sur le buffet des publications. Mais je vous propose aujourd'hui une petite synthèse des différents résultats. Donc on commencera par un panorama du bénévolat associatif. Et puis dans un premier temps, ce sera donc un portrait de notre territoire. Et puis ensuite, on rentrera dans le détail des enjeux, des parcours bénévoles et de la relation entre les bénévoles et leurs associations. Et ensuite, on arrivera aux axes de travail que cet état des lieux nous a permis d'identifier. Alors avant d'entrer dans le cœur des résultats, peut-être simplement préciser quel était l'objectif de ce diagnostic. C'était donc justement de faire un diagnostic le plus exhaustif possible de ce qui existe sur notre territoire en termes de mobilisation pour la biodiversité. Et pour cela, nous sommes concentrés sur le bénévolat dans les associations de sensibilisation et de protection de la nature, puisque c'est majoritairement dans ce cadre que s'inscrit cette mobilisation. Et donc pour mener cette enquête, d'une part, un questionnaire a été soumis par France Nature Environnement Grand Est, qui est notre partenaire pour cette action, à 171 associations. Et d'autre part, 24 entretiens ont été menés avec des bénévoles et des responsables de structures associatives par un étudiant en sociologie à l'Université de Strasbourg. Donc il s'agissait d'un travail important de collecte de données, puisque comme l'a précisé Frédéric tout à l'heure, il n'y avait pas de données préexistantes. En tout cas, pas de données préexistantes sur la vie associative spécifique aux enjeux de biodiversité à l'échelle de notre territoire. Donc ça nous a permis d'établir un annuaire des associations de sensibilisation et de protection de la nature dans la région, de recenser aussi les différentes formes de bénévolat que ces associations proposent et les outils dont elles disposent et qu'elles mobilisent pour faire connaître leur offre de bénévolat. Et ça nous a permis également de mieux comprendre quels sont les ressorts de l'engagement et de la mobilisation pour la biodiversité.
Donc c'est grâce à cette amélioration de notre connaissance de la situation actuelle que nous avons pu identifier des axes de travail qui nous permettront par la suite de dynamiser le potentiel citoyen de notre région. Donc on peut passer à ce panorama. Donc nous avons recensé 171 associations au sein desquelles les citoyens du territoire peuvent s'impliquer en faveur de la biodiversité. Et elles ont été retenues en fonction de critères que nous avions préétablis. Donc le premier critère, c'était l'objet associatif, c'est-à-dire que la protection de la biodiversité est vraiment au cœur du projet associatif de ces associations. Ensuite, ce sont des associations au sein desquelles l'activité bénévole est réelle et mesurable. Et puis enfin, des associations qui disposent de statuts et d'un siège déclaré pour qu'on puisse fonder le fait de les recenser en tant qu'association du Grand Est. Donc, comme le montrait la carte précédemment, ces associations sont inégalement réparties sur notre territoire et c'est le reflet de certaines disparités en termes de densité de population dans notre région. Puisque nous avons par exemple observé que dès lors que l'on regarde l'écart entre départements, non pas du nombre d'associations, mais de la part de la population qui est bénévole dans des associations, l'écart est moins tranché. Donc c'est surtout cette densité de population qui explique les disparités. Et il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent expliquer que la dynamique bénévole est plus ou moins importante en fonction des endroits du territoire. Donc ce sont les facteurs culturels, historiques, les questions de paysage, de géographie et bien sûr d'activités socio-économiques. En tout cas, ces associations, elles contribuent fortement à la dynamique de notre territoire puisqu'elles emploient l'équivalent de 392 temps plein et elles permettent un maillage territorial puisqu'elles agissent vraiment à toutes les échelles, de l'échelle la plus locale à l'échelle régionale. Je précise simplement, j'en profite, que les pourcentages qui sont indiqués ici et tout au long de la présentation sont les pourcentages des associations répondantes. Donc le questionnaire a été soumis à 171 associations et il y a eu 90 associations répondantes. Alors les objets statutaires de ces associations, c'est-à-dire leur raison d'être, peuvent être résumés en 5 grandes missions qui sont donc listées ici et qui révèlent qu'il y a une réelle complémentarité entre toutes les associations qui permet de couvrir par leur action tous les volets des enjeux en lien avec la biodiversité. Et je précise également que la plupart des associations remplissent au moins 2 ou même plusieurs de ces missions, et également que la mission de sensibilisation est mentionnée par la quasi-totalité des associations répondantes, ce qui montre qu'elles ont bien conscience que la condition sine qua non de la mobilisation citoyenne est d'abord de prendre conscience des enjeux de biodiversité. Alors, ce sont des associations qui, très majoritairement, sont à taille humaine, puisque 85% d'entre elles n'ont pas plus de 50 bénévoles. Et dans ces associations, il y a une diversité des modalités d'engagement, puisque la part des bénévoles qui s'investissent très régulièrement est la même que celle des bénévoles qui s'investissent de manière plutôt ponctuelle. Et donc on retrouve cette diversité également dans les types de missions qui sont exercées par les bénévoles, qui peuvent être résumées en 7 grands types de missions qui sont listés ici également. Donc ça, il s'agit d'une vraie force de nos associations, c'est-à-dire qu'elles proposent des opportunités de bénévolat qui sont variées et qui donc peuvent s'adapter à des profils variés, à des gens qui ont une disponibilité plus ou moins grande, à des gens qui sont plus intéressés par le terrain ou plutôt par la concertation, et par des gens qui sont partants pour s'impliquer à des degrés de responsabilité différents. Donc on peut justement s'intéresser au profil de ces bénévoles et à leur parcours. Donc ici, les entretiens qui ont été menés avaient pour objectif de comprendre le processus d'engagement, c'est-à-dire en amont de l'engagement, quels sont les éléments qui favorisent et qui mènent à s'engager en faveur de la biodiversité, et puis en aval, comment cet engagement est vécu par les bénévoles. Alors sans grande surprise, cette enquête nous montre que l'éducation joue un rôle clé à travers la transmission soit d'une culture de l'engagement, soit de valeurs de respect de la nature, ou à travers un contact direct et privilégié avec la nature durant l'enfance. Donc au moins un de ces 3 éléments était présent dans la phase de socialisation primaire de tous les bénévoles interrogés. Et puis dans un second temps, les études, le travail et les relations sociales que ces 2 éléments permettent de nouer sont aussi des facteurs déterminants. Donc les bénévoles que nous avons interrogés étaient en très grande majorité diplômés du supérieur
ou avaient une profession qui était valorisée socialement. Donc c'est assez bien documenté que le niveau d'études et la profession permettent d'accéder à un capital à la fois financier, social et culturel qui prédispose plus ou moins à s'engager en faveur de la biodiversité. Donc nous nous sommes interrogés justement sur comment passe-t-on de cette prédisposition à l'acte formel de s'engager et de rejoindre une association pour la nature. Alors dans la très grande majorité des cas, l'élément déclencheur a été une rencontre ou la sollicitation par un proche, et c'est ça qui a déclenché les débuts de l'engagement dans une association. Et donc c'est assez bien corroboré par les chiffres nationaux qui montrent cette importance du pair à pair dans les dynamiques de mobilisation, puisque ces chiffres montrent que la sollicitation par un membre de l'association est l'un des deux grands canaux qui expliquent l'engagement des individus. Alors nous sommes questionnés aussi, voilà, pas de souci. Nous sommes questionnés aussi sur ce qui motive les bénévoles au moment de prendre la décision de rejoindre une association de sensibilisation et de protection de la nature. Donc leur réponse à la question « Pourquoi avez-vous rejoint votre association ?» peuvent être résumées en 6 grandes motivations, qui sont donc résumées ici. C'est le sentiment, le besoin de se sentir actif face à un sentiment d'urgence et une certaine anxiété face à des situations. Le besoin de se sentir utile et de faire quelque chose de concret. Il y a aussi la notion de devoir moral et le sentiment de responsabilité face à l'effondrement de la biodiversité. Une autre motivation, c'est l'amour de la nature et donc par conséquent l'envie de la protéger. Et puis 2 dernières motivations sont par loisir, pour m'occuper, ou pour le contact humain que cet engagement permet de nouer. Et donc je précise ici que ces 2 dernières motivations, qui sont davantage liées à un intérêt personnel plutôt qu'à la cause en elle-même, sont citées bien plus rarement et ne sont jamais citées comme étant ni la première ni la seule des motivations. Et donc, dans ce sens, les entretiens nous ont permis de montrer que les valeurs de responsabilité, d'utilité sociale, de défense d'une cause commune sont encore ce qui sous-tend la mobilisation en faveur de la biodiversité, ce qui va un petit peu à rebours de l'idée selon laquelle il y aurait un individualisme dans notre société qui annihilerait complètement la capacité des personnes à s'engager pour des causes qui dépassent leur propre intérêt. Et finalement, on se rend compte que cette dichotomie, elle n'est pas forcément pertinente, puisque ce n'est pas contradictoire de s'engager pour une cause en laquelle on croit, tout en espérant que cela puisse nous permettre aussi de trouver une certaine forme d'épanouissement. Et donc justement, nous nous sommes demandé comment les bénévoles vivent leur engagement. Donc pour la très majorité d'entre eux, en fait c'est seulement à l'exception d'une personne parmi les entretiens, il s'agit d'une expérience majoritairement épanouissante. Et donc là, parallèlement à ce qui a été dit sur les motivations, les satisfactions qui sont liées directement à la cause, donc par exemple réussir à faire avancer la cause, ou me sentir utile, réussir à obtenir des victoires pour mon association, ce sont les satisfactions qui sont citées très prioritairement. Et puis les satisfactions qui sont plus relatives à un bénéfice personnel, donc j'ai appris de nouvelles choses ou je m'amuse bien, sont citées moins souvent et puis encore une fois ne sont jamais citées de manière isolée. Et puis alors, il y a également quand même certaines sources de frustration pour les bénévoles à travers leur engagement. Donc quand on a écrit Relations externes, cela comprend les antagonismes que les bénévoles peuvent rencontrer avec les acteurs à l'extérieur de l'association. Et puis ce qui est cité aussi, c'est le fait de ne pas se sentir écouté à l'intérieur des commissions ou par les élus qu'ils ont l'occasion de rencontrer pendant leur engagement. Donc les relations internes, là, concernent les conflits ou les incompréhensions qui peuvent exister entre bénévoles ou entre salariés et bénévoles. Le sentiment d'impuissance, là, c'est lié à quelque chose de plus systémique, c'est-à-dire la perte d'espoir face à la situation globale et le fait aussi d'avoir l'impression que le rapport de force est complètement déséquilibré, donc ça peut être décourageant pour certains bénévoles qui ont été interrogés. Et enfin, donc, les frustrations liées à la santé de la structure, ce sont les inquiétudes des bénévoles concernant le financement de l'action de leur association, mais aussi sur la fragilité et le renouvellement de l'assise bénévole dans leur association. Et on peut noter quand même que ce soit sur ces sources de frustration ou de satisfaction, les associations ont plus ou moins de pouvoir d'agir, c'est-à-dire que
sur ce qui concerne par exemple les relations internes, la santé de la structure ou le fait de permettre aux bénévoles d'avoir de nouvelles compétences. Ce sont des choses sur lesquelles les associations ont un pouvoir d'agir et donc sur lesquelles il faut qu'elles travaillent pour renforcer l'épanouissement de leurs bénévoles et donc pérenniser leur engagement. Et donc on peut passer justement au point de vue des associations et de leur rapport au bénévolat. Alors dans ce cadre, notre enquête met en évidence un certain paradoxe, c'est-à-dire qu'au niveau national, les études montrent que la préoccupation environnementale est de plus en plus importante dans la société. Et pour autant, ça ne se traduit pas par une augmentation significative du nombre de bénévoles dans les associations qui se préoccupent de cet enjeu. En tout cas, pas dans les associations de notre territoire, puisqu'elles sont 78% à dire que leur force bénévole stagne ou diminue. Et sachant que dans le cadre d'une stabilité de cette force bénévole, c'est une stabilité qui est relative, puisqu'il y a souvent un turnover important. Donc, ce paradoxe, c'est aussi, on peut aussi le voir comme la preuve qu'il y a un fort potentiel de dynamisation de la mobilisation des citoyens, à condition de réussir à faire se rencontrer ces personnes volontaires et les associations qui peuvent leur proposer une opportunité d'engagement. Et pour cela, l'une des difficultés, c'est la discordance qui peut exister entre les besoins des associations et les profils des bénévoles. Donc effectivement, les associations déclarent mobiliser plus ou moins facilement en fonction des actions qui sont proposées. Donc par exemple, pour ce qui est de participer à la gouvernance ou à des actions de notoriété qui permettent de faire connaître l'association comme la tenue de stand, ce sont des besoins importants des associations pour lesquels elles ont plus de mal à mobiliser. Et puis on peut noter aussi qu'il y a certaines actions qui nécessitent des compétences particulières, c'est le cas de la collecte de données naturalistes, mais aussi de la participation au dialogue institutionnel. Et donc pour répondre à cette inadéquation possible entre les besoins des associations et les profils des volontaires, c'est de la responsabilité des associations de réfléchir à comment organiser la montée en compétences de leurs bénévoles et leur proposer des formations pour que même les personnes qui n'ont pas de compétences particulières puissent s'épanouir dans leur engagement. Alors les associations doivent aussi mener une réflexion sur les moyens de rechercher et d'accueillir les bénévoles au sein de leur association, puisqu'elles sont encore 30% qui déclarent ne pas disposer d'outils pour faire connaître leur offre bénévole, et elles sont aussi très majoritaires à ne pas avoir de personnes dédiées, que ce soit bénévoles ou salariés, pour l'accueil et la réflexion sur les enjeux de bénévolat. Or, tout à l'heure, on avait quand même certaines associations qui ont déclaré que leur nombre de bénévoles augmentait, et pour ces associations, c'est le recrutement d'un chargé de vie associative qui a été déterminant. Donc c'est quand même une clé qui semble être importante. Et pour en revenir aux outils qui sont utilisés par les associations pour faire connaître non seulement leur action, mais surtout les offres de bénévolat qu'elles proposent, nous pouvons les classer en 3 grandes catégories. Donc il y a les outils numériques, les outils plutôt papier, et les outils entre guillemets humains, c'est-à-dire les stands, l'organisation d'événements qui permettent d'aller à la rencontre directe du public, et puis aussi tout simplement le bouche à oreille, le pair à pair, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et donc ici aussi, nous avons relevé un paradoxe, c'est que les outils qui sont le plus fréquemment utilisés par les associations, ce sont les outils numériques, mais dans le même temps, les associations déclarent qu'elles ne perçoivent pas ces outils comme étant efficaces. Et à l'inverse, ce qui est le plus efficace pour elles, ce sont les événements, ce qui permet d'aller directement au contact du public, mais c'est moins souvent développé comme action, donc très probablement en raison d'un manque de moyens et de temps. Alors on peut, évidemment, les bénévoles sont l'essence même d'une association, ils en sont le fondement, mais on nous sommes quand même posé la question qu'est-ce que ces bénévoles apportent aux associations. Et il en ressort que même pour les associations employeuses, donc qui ont des salariés, les bénévoles sont à la fois les bras de l'association, puisqu'ils sont un moyen, ils apportent une aide pratique qui permet de mener à bien les missions de l'association, et ils en sont aussi l'âme, puisqu'ils apportent une richesse des points de vue et ils garantissent aussi le respect des valeurs à la fois de l'association et le respect de valeurs de recherche d'un intérêt commun. Donc le bénévolat, c'est un réel atout pour ces associations dont elles souhaitent prendre soin, mais pour autant, elles doivent pour cela surmonter parfois certaines difficultés. Donc les entretiens avec les responsables de structure ont mis l'accent sur les difficultés que ces responsables rencontrent
pour développer le bénévolat, notamment les manques de moyens et de temps. Voilà, les financements pour le fonctionnement et la vie associative sont de plus en plus rares, au profit d'appels à projets, de recherche de subventions, et donc ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie que les équipes salariées n'ont plus forcément pour se consacrer à une vraie réflexion sur la stratégie vie associative et bénévolat. Alors dans ces associations employeuses, la complémentarité entre les salariés et les bénévoles est réellement considérée comme une force. Pour autant, il y a un équilibre de cette relation qui est parfois à travailler, qui est parfois un enjeu. Et enfin, l'assise bénévole des associations peut être une source d'inquiétude, puisque les associations sont nombreuses à déclarer avoir un noyau restreint de bénévoles qui portent beaucoup de choses, ce qui est plutôt positif, mais qui à la fois est fragile, puisqu'elles ont la conscience qu'il suffirait de quelques-uns qui partent pour que l'équilibre complet de l'association soit menacé. Donc les associations manquent parfois de moyens pour développer le bénévolat, mais elles ne manquent pas d'idées. Donc les idées qui ont été exprimées à travers cette enquête peuvent être résumées en 3 axes différents. La première chose, donc miser sur l'accueil, l'accompagnement. Encore une fois, les associations insistent sur l'importance de la dimension de convivialité et de relations humaines à travers le bénévolat. Ensuite, il s'agit de questionner son offre de bénévolat pour être en mesure de proposer des missions variées qui peuvent être attractives pour différents types de publics, mais également de réfléchir à comment structurer cette offre pour proposer un parcours bénévole progressif. Et enfin, il s'agit de trouver des moyens dédiés pour justement questionner et développer cette stratégie, et elle doit être animée par une personne dédiée. Donc là, ce sont des questions d'organisation interne. Voilà, donc cet état des lieux, ça nous a permis de mettre le doigt sur certains obstacles à surmonter, mais surtout sur des pistes aussi à explorer qui nous permettront d'aller plus loin dans la mobilisation pour la nature. Et donc c'est l'objectif de cet événement auquel vous avez décidé de contribuer, c'est d'imaginer ensemble des actions qui nous permettront de lever les freins et d'activer les leviers pour aller plus loin pour susciter davantage d'engagement pour la biodiversité. Et donc c'est sur ces freins et leviers identifiés dans l'état des lieux que nous nous sommes appuyés pour construire cet événement, et notamment pour construire les ateliers participatifs dans lesquels nous vous proposons de travailler cet après-midi et demain matin. Donc il y a 10 ateliers qui sont répartis en 4 grandes thématiques. La première, elle pose une question qui est presque triviale mais qui est inévitable, c'est comment susciter l'engagement citoyen en faveur de la biodiversité, et pour cela nous devrons réfléchir à comment améliorer notre capacité à communiquer à la fois sur les enjeux de biodiversité, mais aussi sur ce que l'on propose et les opportunités que nous proposons aux citoyens pour s'engager auprès de nous. Et puis cela, ce sera en s'appuyant sur les leviers que sont l'amour de la nature et que sont cette dimension humaine, le relationnel, le pair à pair. Ensuite, la coopération entre les associations, mais aussi entre les associations, les collectivités et les entreprises a été identifiée comme un levier qui nous permettra d'atteindre un public plus large. Et donc pour cela, il faut réfléchir à comment renforcer les synergies qui existent déjà, et aussi à quels nouveaux partenariats inventer et développer. Le tout en réussissant à répondre à ces manques de moyens, ces difficultés en tout cas de moyens qui ont été pointées par les associations. Ensuite, donc, nous avons insisté sur le fait que la diversité des bénévoles était une vraie richesse, mais justement dans ce cadre-là, nous devons questionner nos associations sur leur capacité à être des lieux d'engagement pour tous, et donc à réussir à dépasser les biais sociaux, générationnels et de genre qui peuvent exister et qui peuvent être un frein pour l'engagement de certaines personnes. Et enfin, le dernier objectif, ce sera bien évidemment de pérenniser cette dynamique d'engagement et de mobilisation. Et donc pour cela, 3 ateliers sont proposés pour réfléchir à la fois à l'accompagnement des parcours bénévoles, au renouvellement de cette assise et de la gouvernance associative notamment, et aux enjeux de transmission entre bénévoles qui sont là de longue date et les nouveaux arrivants. Et pour conclure, donc une petite ouverture sur la suite des événements. Donc, comme ça a été évoqué tout à l'heure, l'événement aujourd'hui s'ancre dans une action qui est au sein du Live Biodivest et qui a pour objectif de dynamiser l'engagement des citoyens en faveur de la biodiversité dans la région. Et donc pour cela, il y a un certain calendrier. Donc la première phase, qui était la phase d'état des lieux, a été réalisée l'année dernière. Et nous sommes actuellement dans une phase d'élaboration de la stratégie d'action, et c'est pour cela que nous vous avons sollicité, puisqu'il était important pour nous qu'il s'agisse d'un temps de réflexion collective.
Et donc ensuite, à la suite de cette phase d'élaboration de la stratégie d'action, la stratégie sera donc justement mise en œuvre, déclinée, expérimentée dès 2025 et jusqu'en 2030. Ce qui signifie que ce temps de réflexion que nous allons mener ensemble est voué à avoir des retombées concrètes. Donc les idées qui vont émerger des ateliers participatifs vont être utilisées, et c'est ce qui va être utilisé pour rédiger cette stratégie d'action. Et puis ensuite, cette stratégie d'action devra donc être validée en décembre de cette année par à la fois les associations qui portent cette action, donc nos 3 conservatoires, et par nos partenaires, donc la région et l'OFB. Mais les actions qui seront retenues et validées à travers cette stratégie seront donc soutenues ensuite, et soutenues notamment financièrement par les financements européens, par l'OFB, par la région. Et donc nous aurons les moyens de mettre en œuvre les actions qui auront été retenues. Voilà, c'était pour dire que vous ne venez pas travailler pour rien et qu'il y aura des choses qui seront développées par la suite. Et donc j'en profite justement. Là, ces 2 jours, on vous sollicite pour ces 2 jours pour la phase de stratégie, d'élaboration de la stratégie. Et puis ensuite, on va prendre le temps de rédiger cette stratégie. Mais par la suite, pour la phase de développement, on vous propose de continuer à vous impliquer. Et donc, à l'intérieur de vos ateliers, des petites fiches vous seront données. Et s'il y a des enjeux, des sujets sur lesquels vous souhaitez continuer d'être impliqué et vous souhaitez participer à leur mise en œuvre, signalez-le et on pourra continuer à poursuivre cette synergie qu'on entame aujourd'hui. J'ai terminé. Il y a peut-être du temps pour des questions, je pense. Parfait. Juste une question de sémantique. Parce que là vous parlez de bénévoles, nous on parle plutôt de militants, d'adhérents. Alors quelle différence par exemple vous faites entre un bénévole et un adhérent? Parce qu'on est dans des associations où on a un petit noyau dur de militants, entre guillemets, et puis une grosse quantité d'adhérents. Voilà, mais alors j'aimerais bien qu'on s'entende bien sur ce que c'est qu'un bénévole. Alors un adhérent, c'est quelqu'un qui, en général, paye une cotisation pour témoigner de son soutien à l'action d'une association, mais qui ne va pas forcément s'impliquer personnellement et donner son temps. Donc le bénévolat, c'est vraiment le fait de donner soi-même de son temps pour mener des actions sans récompense financière, en tout cas derrière. Voilà, c'est ça que nous avons pris en compte. Donc question, comment avez-vous choisi les associations que vous avez interviewées? Alors, il y a 2 choses. Comme je le disais, les associations qui ont été recensées, c'était en fonction des différents critères que j'ai présentés. Et toutes ces associations ont reçu un questionnaire. Toutes n'ont pas répondu, mais en tout cas, elles ont toutes reçu un questionnaire. Et ensuite, pour les entretiens bénévoles qui ont été menés, là, le choix s'est fait en fonction on a essayé qu'il y ait différents types d'associations représentées, c'est-à-dire associations employeuses ou non, et puis différents axes de travail, donc associations naturalistes ou associations plutôt militantes, etc. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais nous avons essayé de faire en sorte aussi qu'il y ait des associations des différents départements qui soient représentées, en tout cas des 3 anciennes régions. Et puis dans la mesure du possible, nous avons fait en sorte d'avoir des profils différents, c'est-à-dire bénévoles plutôt de terrain ou bénévoles plutôt administrateurs, aussi des hommes, des femmes, même si forcément la parité est ce qu'elle est dans nos associations, donc nous avons plus d'hommes dans les interrogés. Donc nous avons fait ce choix en fonction de ça, mais aussi en fonction de pragmatisme, on va dire, donc les bénévoles qui répondaient, qui étaient disponibles et qui voulaient bien mener les entretiens, et puis en fonction de comment notre stagiaire a pu organiser son travail. Bonjour, alors une petite réflexion peut-être, je me disais en regardant la présentation, tu as soulevé le fait qu'il y ait plein de gens qui sont inquiets pour la biodiversité, qui sont motivés, et peu qui s'impliquent, et je me disais que ce serait peut-être intéressant d'aller interroger ces gens-là aussi en fait sur les raisons pour lesquelles ils ne s'impliquent pas, et notamment, tu disais que beaucoup de gens font du bénévolat suite à des rencontres. Ça va être difficile pour les gens qui sont motivés et qui connaissent personne, qui bossent déjà dans une assoce par exemple. Enfin, voilà, c'est juste une petite réflexion. Oui, effectivement, on s'est posé la question au moment de mener l'état des lieux, puisque si on veut s'interroger sur ce qui motive les gens ou pas à s'engager, c'est intéressant de se poser la question, justement, les gens qui ne sont pas bénévoles dans une association, quels sont les freins.
c'était simplement plus difficile à mettre en œuvre comme enquête. Donc on n'a pas pris cet axe-là, mais l'état des lieux le précise. Il y a justement, on a fait un travail important, mais il y a encore des lacunes d'information, et je pense que cette poursuite de la recherche, de la compréhension, c'est un des axes aussi qu'il faudra mettre en place plus tard, notamment peut-être par une thèse ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose à creuser aussi. Alors on avait un petit peu discuté avec la région, je crois qu'il y a une enquête qui a été faite par téléphone, mais je crois qu'en fait, il y a un certain biais parce que les personnes qui ont répondu à l'enquête étaient des personnes qui ont vu l'appel pour l'enquête via la plateforme de la biodiversité. Donc c'est quand même aussi déjà des personnes qui s'intéressent à ces enjeux-là. Donc en fait, c'est juste difficile à mener comme travail, puisque ça veut dire vraiment aller dans la rue ou faire du téléphone avec des gens choisis complètement aléatoirement. Mais c'est vrai que ça serait très intéressant et que c'est pour l'instant en quelque sorte un angle mort qu'il faudra creuser. Bonjour, alors ma question est beaucoup plus pragmatique. Ce qui se passe actuellement au niveau politique ne semble guère aller dans le sens de ce qu'on aimerait défendre. Et ce n'est qu'un doux euphémisme. Comment peut-on imaginer une construction positive avec les élus pour qu'on soit non seulement écouté, mais aussi entendu? Et là, j'en veux aussi pour preuve mes autres engagements. Je citerai l'engagement au niveau du Conseil de développement Alsace, dont je suis membre, où on a commencé avec 850 candidatures, 126 retenues et une quinzaine, 2 ans après, qui sont encore en train de participer. Donc, quelque part, n'est-ce pas dû au fait que l'associatif, surtout dans un domaine comme le nôtre qui chatouille souvent là où, qui gratouille là où ça fait mal au niveau des politiques, comment faire, effectivement, donc c'est toujours la question, comment faire pour être entendu et pas seulement écouté? Alors, je n'ai clairement pas la réponse toute faite à cette question. Vous m'entendez toujours aussi bien? Mais c'est justement effectivement quelque chose qui a été remonté par les bénévoles que nous avons questionnés. C'est souvent une source de frustration de participer à multiples commissions, à multiples dialogues et d'avoir le sentiment effectivement de ne pas vraiment être entendu. Et c'est pour ça que nous avons proposé un atelier qui met en lien les collectivités et les bénévoles pour réfléchir à essayer de répondre à cet enjeu-là. Oui, alors en tant qu'élue, vice-présidente de la commission environnement, je peux dire que je suis pas mal présente, notamment dans les CA de Seine-Alsace, vous ne pouvez pas me contredire là-dessus. Donc effectivement, j'ai pas mal de retours et je les fais remonter au niveau de la commission environnement et on essaye de répondre au maximum aux demandes. Par contre, c'est pas à pas parce que c'est toute une pédagogie à avoir, parce qu'il faut aussi voir avec les autres acteurs, leur montrer que ça a un intérêt pour tous. Donc ça met un certain temps, mais on vous écoute, ne vous inquiétez pas. J'ai une question pour l'élu de la région. Y a-t-il enfin un animateur Natura 2000 sur le Bas-Rhin? Alors, Natura 2000, c'est pas juste un animateur, c'est pas juste un Natura 2000 au niveau du Bas-Rhin, c'est plusieurs Natura 2000. Hein, donc c'est un animateur par Natura 2000 et je suis également coprésidente du Natura 2000 Rhin-Rhine-Ruhr et je peux vous dire qu'il y a des animateurs qui sont présents, qui travaillent à la tâche et on fait un copil par an où on invite Alsace Nature et d'autres organismes pour vraiment avoir un dialogue sur ces sites-là. Parmi les associations qui ont été sollicitées pour participer à ces assises, j'ai un petit regret, c'est qu'on n'ait pas pensé du tout au mouvement de jeunesse. Parce qu'on m'a bien dit qu'il fallait commencer très tôt, la sensibilisation. Et je pense qu'il y a des mouvements de jeunesse, comme le scoutisme, des choses comme ça, qui vivent dans la nature et qui seraient sans doute sensibles à ces assises d'aujourd'hui.
Alors nous n'y avons pas pensé. Mais il y a un atelier auquel d'ailleurs je vais participer qui va s'y attacher. Oui, tout à fait. Et puis nous avons invité des associations étudiantes pour l'environnement et puis aussi des collectifs qui sont généralement plutôt, qui voient se mobiliser plutôt des personnes jeunes. Mais pour autant, les gens n'ont pas forcément répondu à l'appel. En tout cas, ces publics-là ne seront pas forcément présents aujourd'hui. Mais ça questionne justement sur le fait que pour l'instant, on a du mal à faire ce pont entre la jeunesse, ça dépend des associations, mais on a essayé de le travailler. Il y a quand même certains représentants de la jeunesse, comme on dit, qui seront présents dans l'atelier 6, qui se questionnent sur ces questions. Alors moi j'avais une question complémentaire en fait sur l'aspect jeunesse. Il y a une hypothèse qui est souvent formulée dans le milieu, c'est aussi de dire que alors, les précédentes générations, leur façon de s'impliquer dans ces causes-là était effectivement de devenir bénévole. Là où les plus jeunes aujourd'hui, s'ils font les bonnes études, peuvent s'engager professionnellement dedans. Est-ce que vous avez pu creuser ce truc-là dans l'étude et est-ce que justement vous avez creusé ce différentiel de l'âge et l'implication en fait, des jeunes? Est-ce qu'il y a des résultats là-dessus? Non, parce qu'on n'avait pas un panel qui était suffisant pour établir tout ça. Mais par contre, effectivement, c'est quand même quelque chose qui semble ressortir puisque les bénévoles, les associations dans lesquelles il y a le plus de bénévoles plutôt jeunes, ce sont les associations naturalistes. Et en fait, effectivement, on se rend compte que ce sont des gens qui soit sont en cursus étudiant en biologie ou pour ce genre de profession par la suite, soit qui travaillent déjà même dans ce milieu-là. Donc je pense que c'est effectivement une des explications. Mais pour autant, ça pose aussi question parce qu'il ne faudrait pas que ce soit simplement les gens qui travaillent là-dedans qui s'y intéressent, il faudrait que ça puisse toucher un public plus large. Et c'est aussi quelque chose qu'on questionne à travers l'atelier sur la diversité sociale dans les associations et l'implication des jeunes en quartier populaire, par exemple, qui ne vont pas forcément faire des études, pourquoi pas, mais qui ne vont pas forcément faire des études pour devenir biologiste ou chargé d'études scientifiques, et qui pour autant s'impliquent à leur manière et qu'on n'arrive pas forcément à entrer en interaction avec eux dans nos associations, et c'est quelque chose qu'on veut travailler aussi. Oui, je voulais juste répondre rapidement par rapport à cette question. Alors, ça n'a pas été étudié spécifiquement dans le cadre de ce travail-là, mais ça a été documenté dans les études précédentes. Et le fait qu'il y ait une émergence de formation dans le domaine de l'écologie et de l'environnement depuis maintenant fin des années 90, ça a très probablement capté une partie des jeunes qui s'intéressent à ces questions-là et qui ont trouvé là à la fois des moyens de se former et ensuite des débouchés professionnels. Et ça fait potentiellement des bénévoles en moins. C'est vrai, ça a été documenté un peu avant dans les années précédentes. Après, ce que vient de dire Luna sur le fait que oui, il faut qu'on arrive à toucher un petit peu plus large, c'est juste aussi, c'est un enjeu aussi très important, tout en sachant que, on sait bien que la société fonctionne par réseau, si on veut. Il y a des gens qu'on ne touchera jamais. Il y a toujours une partie de la population qui restera éloignée de nos préoccupations, qui s'intéressera à d'autres choses. Donc je pense que les potentiels bénévoles dans les associations, il est dans des personnes, dans des réseaux qui sont déjà relativement proches de nous. Ce n'est pas la peine d'aller chercher à l'autre bout du champ social, parce que de toute façon, ces gens-là, on aura beaucoup de mal à les capter. Mais il y a du potentiel qui est beaucoup plus important que ce que nous sommes capables aujourd'hui de mobiliser dans nos réseaux sociaux. Isabelle Gaspard, Association des Petits Débrouillards du Grand Est. Pour compléter, aller vers les publics dans les quartiers, nous on le fait en fait. Et on a des outils pour éduquer à la citoyenneté, à la biodiversité. On est présent et on va vraiment vers les publics avec des choses très simples. Et on a des projets en ce sens. Donc on essaye de capter ce public-là pour l'amener justement à s'investir de façon citoyenne. Alors on utilise aussi les services civiques, etc. Mais c'est possible et on y travaille, on y est nous. Et après, effectivement, faire le lien avec les autres associations qui, dans ce sujet au niveau local et qui s'impliquent, c'est possible aussi. Oui, bonjour. Ludovic Graffier, Région Grand Est. Merci pour la présentation très claire. J'avais une question sur les éventuelles dynamiques de mutualisation par rapport au recrutement des bénévoles ou à leur maintien ou à leur formation. Est-ce que ça a été interrogé? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas?
en tout cas, ou la mise en réseau entre différentes associations. Merci. Alors sur la mise en réseau entre les associations, là aussi il y a quand même une certaine disparité sur le territoire, c'est-à-dire qu'en Alsace ça fonctionne assez bien. Les associations sont beaucoup en lien et se répartissent même les tâches, on va dire. Je sais que dans certains autres endroits du territoire, il y a quand même encore pas mal de travail à faire pour que cette synergie, en tout cas, fonctionne encore mieux. Et donc votre question c'était est-ce qu'on a un retour sur l'organisation de la montée en compétences des bénévoles, c'est ça? Alors ça je pense que c'est assez inégal dans les associations, certaines réussissent bien à le faire, d'autres c'est quelque chose qu'elles veulent développer mais elles manquent, comme je l'ai dit, de moyens ou de temps pour le faire. Mais en tout cas les entretiens suggèrent que c'est quelque chose qui serait efficace, alors pas forcément c'est déjà en aval de l'engagement, en fait c'est pas ça qui va mobiliser quelqu'un qui n'avait pas prévu de se mobiliser, mais par contre pour garder les personnes qui s'engagent et ne pas les essouffler, c'est quelque chose qui fonctionne puisque ça c'était vraiment une des sources de satisfaction principales, c'était j'apprends plein de choses et voilà je découvre de nouvelles compétences et c'était voilà, c'est un levier qui est vraiment important pour la pérennisation de l'engagement. Bonjour, donc moi j'interviens, je suis en polonaise du CAU de la Moselle. Notre association, elle travaille uniquement avec des élus, donc je voudrais répondre à la personne qui parlait de comment mobiliser les élus sur les territoires. Nous, on travaille avec les EPCI et les communes, donc on rencontre absolument tout type d'élus de tous bords. Et en fait, on adapte notre discours en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Quand on a des personnes qui ont une sensibilité plus nature, là on peut leur parler de la protection des espèces, de la protection de la biodiversité. Quand on a des élus qui sont plutôt conservateurs, là on leur parle de conservation du patrimoine, on leur parle de dynamisme de la population, éviter les enfrichements par exemple sur les pelouses, ça fonctionne assez bien et on arrive bien à travailler avec eux. Ça peut être paradoxal mais ça fonctionne. J'ai été aussi dans le bureau d'une association étudiante et donc je pense que s'il y en a beaucoup qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est malheureusement parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de venir, puisque il faut soit prendre sa voiture, ça coûte de l'argent, soit venir en train, se loger pour le soir, et désolé de parler comme ça, mais les étudiants ils n'ont pas une thune. Et je suis aussi du coup salariée dans une association, et ça ne m'empêche pas de me et de nous, parce que j'en connais plusieurs, de nous intégrer, de venir en tant que bénévole, puisque justement nous on est confrontés tous les jours à ces questions-là. Et ça nous donne plutôt envie de nous engager plutôt que de rester chez nous le soir. Voilà. Bonjour, je représente l'ARENA qui est le réseau d'éducation et environnement en Alsace. Je me demandais s'il y avait des éléments par rapport au questionnaire concernant le lien au territoire, la proximité. Est-ce qu'on a une idée en fait du périmètre? Pour un bénévole, c'est quoi son périmètre d'action ou d'engagement? Parce que je pense que c'est aussi un indicateur intéressant dans la prise en compte de l'engagement des jeunes ou des moins jeunes. Oui, alors effectivement, les associations qui ont une aire d'action assez large, c'est-à-dire que même sur toute la région, là, ça va plutôt être des têtes de réseau. Donc en fait, les bénévoles sont attachés à la région entière, mais c'est des missions qui sont quand même différentes. Par contre, en ce qui concerne des actions de terrain, etc., effectivement, l'attachement à territoire, il est très important. Au Seine-Alsace, par exemple, on est certes une association qui a un rayonnement sur 2 départements, mais en fait, les Gentilles Natures et nos espaces naturels sont ancrés dans le territoire, et les bénévoles s'investissent sur leur territoire et là où ils vivent. Et ça, c'est quelque chose qui revenait dans les entretiens également, c'est qu'il faut que l'action soit ancrée localement, déjà aussi parce que quand on agit à une échelle plus petite, on peut plus facilement voir les retombées concrètes de son action, et c'est quelque chose qui est important. Donc il y a c'est quelque chose dont il faut prendre soin, effectivement, de garder des petites associations qui soient locales, parce que ça fait plus de sens pour les gens. Et d'ailleurs, pour la question des relations humaines aussi, c'est quelque chose qui est important, puisque les associations locales permettent de mettre en lien des gens qui habitent au même endroit, et donc ça nourrit aussi cette dimension de relations humaines qu'on a évoquée. Bonjour,
Je suis Sarah Huin de l'entreprise Minimise. On propose en fait une solution pour minimiser son impact. Et j'ai une question par rapport au potentiel citoyen, parce qu'aujourd'hui on parle de citoyen en tant que bénévole, mais qu'en est-il du potentiel citoyen donateur? Parce que vous l'avez dit, pour accueillir des bénévoles, il faut être outillé, il faut pouvoir les encadrer. Donc est-ce que si dans ce sens, il y a une volonté de pouvoir booster l'engagement via les dons? Alors c'est pas une question qu'on s'est posée effectivement, puisque on s'intéresse à la mobilisation citoyenne, et dans mobilisation on a plus axé notre travail sur l'engagement donner vraiment de sa personne, quoi. Mais effectivement c'est aussi une manière de s'engager, et on l'a vu, c'est un besoin des associations. Donc ça, je pense que, en tout cas, le travail qu'on va faire sur la prise de conscience des enjeux de biodiversité, ça peut aussi nourrir cet axe-là d'amélioration, puisque prendre conscience des enjeux de biodiversité, après on peut prendre la décision de s'engager sur le terrain, de donner son temps, etc., ou de s'engager par le biais que vous évoquez en faisant des dons ou en soutenant en tout cas financièrement les associations. Alors, moi j'avais une question entre le lien qui je ne sais pas si vous l'avez détecté dans l'enquête, le lien qu'il y a entre les collectifs qui se mobilisent, le plus souvent contre quelque chose, contre un projet, contre une attaque, etc., et un engagement plus durable dans le réseau associatif. Est-ce que les gens qui se mobilisent comme ça dans les collectifs, est-ce que vous avez détecté une source là, d'approvisionnement, j'allais dire, du réseau associatif dans la durée? Est-ce que ça se traduit en engagement de durée? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que non, mais peut-être, est-ce que ça a été vérifié? Pas beaucoup pour l'instant, effectivement. Et justement, ça fait partie des axes d'amélioration, c'est-à-dire que ces collectifs ont des modes d'action qui sont différents, et c'est complémentaire, c'est utile aussi. Mais donc, il y a, comme vous dites, cet aspect beaucoup plus militant, beaucoup plus peut-être sur le court terme. Et puis, les associations ensuite font un travail qui est de long terme, de longue haleine même, avec les institutions, etc. Et qui est, les deux doivent vraiment s'articuler. Et pour l'instant, cette articulation ne se fait pas vraiment. Donc, c'est quelque chose qu'on veut développer aussi. Et on a des ateliers qui souhaitent questionner cet enjeu-là. Est-ce que tout le monde, toutes les personnes qui voulaient poser une question ont pu la poser? Oui, je pense à un vivier qui existe au niveau de la jeunesse, c'est celui des quartiers dits défavorisés, les quartiers nord, où je pense qu'il y a là certainement quelque chose, une carte à jouer. Parce que si le thème de la protection de la nature, de la biodiversité, du combat contre le réchauffement climatique, ce sont quand même des thèmes qui sont fédérateurs, rassembleurs, et qui peuvent, si les associations s'y mettent, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. C'est un appel pour qu'on essaie de se mobiliser, d'y réfléchir. Comment faire pour introduire cette problématique dans ces quartiers où les jeunes sont désœuvrés, cherchent un sens à leur vie et sont évidemment très vulnérables vis-à-vis de la tentation de la délinquance et du narcotrafic, etc. Voilà. Oui, effectivement, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on veut développer. Comme l'a dit la personne des petits débrouillards, il y a quand même certaines associations qui ont déjà cette réflexion et qui sont déjà en lien avec ces quartiers, avec ces publics qui sont moins couramment dans les associations. D'ailleurs, cet après-midi, il y a aussi quelqu'un du Moulin Nature qui va faire un petit retour d'expérience sur cette question-là, puisqu'il travaille avec des quartiers populaires dans le secteur de Mulhouse. Donc il y a quand même des associations qui arrivent à faire des choses, mais c'est quelque chose qui est à développer. Et il s'agit aussi de questionner notre posture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans une posture descendante à aller donner des leçons à des personnes qui ne s'engagent pas.
pas, alors que comme tu l'as dit, parfois déjà elles ont d'autres sources de préoccupation, et parfois aussi elles s'engagent, c'est simplement qu'elles s'engagent d'une autre manière. Donc il faut simplement réfléchir à, comme je l'ai dit dans l'état des lieux, à comment faire en sorte d'être vraiment des lieux qui sont ouverts à tous et qui permettent à tous de pouvoir s'épanouir dans leur engagement. Et à absolument tous les publics, et d'essayer de sortir parfois du confort des publics qui nous sont déjà acquis. Oui, bonjour, justement Fabio Bortolon, je travaille au Moulin Nature. Je souhaite qu'on développe pas mal d'interventions dans les quartiers dits politiques de la ville. Plusieurs éléments en écho avec ce qui a été dit. Je pense qu'un des enjeux, c'est comment on pense des continuités éducatives et qu'on ne fait pas du one-shot de temps en temps, une sortie, une animation, un atelier, mais qu'on essaie de penser tous les âges de la vie des habitants dans ces quartiers et qu'on sort aussi de ces postures descendantes que tu évoquais. Et on commence de plus en plus, nous, à travailler la question de la valorisation des savoirs, des compétences. Et on se rend compte que même quand on vit dans des barres d'immeubles, il y a des pratiques, il y a des usages, il y a des connaissances. Et qu'on essaye aussi, et c'est peut-être ça un axe de développement et d'évolution de nos postures, c'est comment est-ce qu'on donne la parole, on partage le pouvoir et on aide les personnes et comment on aide à visibiliser toutes ces pratiques, ces savoirs. On travaille aussi à partir de là, et pas seulement nous, du haut de notre science, de notre connaissance. Voilà, c'est des axes, en tout cas on expérimente des choses, et il y a des belles matières à satisfaction, à réussite, et il y a des gens derrière qui s'engagent sur des temps bénévoles dans notre association aussi. Mais on commence par aller chez eux, et puis après, tout doucement, on apprend à se connaître et ils viennent chez nous. Bonjour, Floriane Dupré du site de Lucia. Je voulais juste compléter, mais en gros, tu as dit ce que déjà je voulais dire. Effectivement, il y a des acteurs qui se mobilisent dans les quartiers populaires. On a déjà les CSC, les FED des CSC, et des acteurs de quartier très importants sur lesquels il ne faut pas oublier de s'appuyer. Et je voulais juste rajouter qu'en plus, dans les quartiers populaires en général, c'est les inégalités sociales qui s'ajoutent aux inégalités environnementales, et donc c'est les populations les plus défavorisées qui, en l'occurrence, sont aussi les plus vulnérables vis-à-vis du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, donc il ne faut pas l'oublier. Oui, là il faut le rapprocher. Oui, bonjour. Véronique Ratz de l'Oasis de Biodiversité à Bischwiller. Je voulais profiter de la présence de Madame Léry de la région Grand Est pour souligner l'engagement de la région Grand Est depuis plusieurs années déjà pour les initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité. Et à ce titre, on a pu bénéficier d'un appel à projet en 2021 pour agir concrètement pour la biodiversité. Et je trouve que cet engagement de la région Grand Est est vraiment super. Par ailleurs, on est engagé dans plusieurs associations aussi, Nature et Environnement, aussi au signe de Münchhausen, mais de pouvoir vraiment initier concrètement quelque chose sur le terrain en tant que collectif citoyen, j'ai trouvé que c'était vraiment très très chouette. Et bon, ça continue d'ailleurs, ces appels à initiative citoyenne. C'est vraiment un super engagement et soutien de la région Grand Est, et je tenais à le souligner. Merci. Bonjour, Richard Seva. On a beaucoup parlé de la jeunesse, mais je voulais parler un peu des cheveux blancs. Oui, en gros, est-ce que dans l'étude, justement, il y a une focale sur le sujet de la retraite, qui est un nouveau temps de vie, dans lequel aussi, pour certains, c'est un nouveau temps d'engagement. Alors, il y a des cheveux blancs ici, certains avaient des cheveux bruns quand je les ai connus. Voilà, est-ce qu'il y a un nouveau public qui apparaît aussi au moment de la retraite, ou est-ce que c'est plutôt dans la continuité de l'engagement qui commence dès le plus jeune âge? Non, effectivement, on se rend compte que, notamment en tout cas sur les actions plutôt de gouvernance qui demandent une certaine disponibilité et une responsabilité, c'est très majoritairement des publics retraités en fait. Et il y a aussi un trou assez important dans les âges qui sont le moment où on commence à travailler, où on commence à avoir des enfants. Donc en fait, effectivement, il y a des associations où il y a plutôt des étudiants, et puis après des associations où ça devient tout de suite un peu plus blanc.
Et donc cette question du temps aussi à pouvoir consacrer aux associations, c'est une question qui est intéressante, quoi. Et donc oui, clairement, il y a quand même une majorité de retraités parmi nos bénévoles. C'est ce qui pose aussi la question du renouvellement et de la transmission que j'évoquais. Voilà, donc effectivement, la retraite est un levier à l'engagement. Oui, Stéphane Giraud, Alsace Nature. J'écoute avec attention les discussions autour des publics alors qu'ils aient les cheveux blancs de Denis ou qu'ils soient plus jeunes. Je vois que tu as remarqué, Denis, qu'on a pris tous des cheveux blancs. Non, plus sérieusement, je trouve que ce qui fait aussi la force des associations, c'est pas seulement leur objet associatif et ce qu'elles font très concrètement sur le terrain, en mètres linéaires de haies plantées ou de nombre d'enfants de sensibiliser, c'est aussi tout l'immatériel que produit l'associatif. Et cet immatériel, quand on parle des jeunes, par exemple, aujourd'hui, il y a des associations de jeunes qui sont en train de se monter dans des quartiers pour faire des choses pour le climat, etc. Et notre boulot d'association, c'est sans doute pas d'aller vider de leur substantifique moelle cette dynamique-là qui leur appartient complètement en termes de gouvernance, etc. Mais d'arriver à nouer les partenariats qui font que, c'est ce côté immatériel de partenariat qui font qu'on est capable d'être plus fort ensemble. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans la ligne de mire, c'est-à-dire qu'on a évidemment besoin de renouveler des cadres dans les associations, de faire perdurer des structures qui existent depuis longtemps pour certaines, mais on a aussi besoin d'entendre ces volontés d'essai à la démocratie, qui est le fait de monter une association quand on a 20 ans et de se confronter à ces gouvernances, à ces systèmes de gouvernance. Et il ne faut peut-être pas qu'on l'oublie dans la réflexion qu'est la nôtre aujourd'hui, et ça passe par des partenariats. Et désolé, mais les partenariats, ça passe aussi par les moyens qu'on donne aux associations d'avoir du temps pour créer ces partenariats, et ça reste quand même un facteur qui aujourd'hui n'est absolument pas évalué, l'immatériel que produisent les associations dans notre société, et ça risque quand même d'être un des sujets de débat de ces deux journées qui arrivent. Je voulais juste intervenir par rapport au public dans le bénévolat. Alors, par rapport à mon expérience, j'ai pu voir que effectivement, les jeunes jusqu'à 25 ans, on arrive à les mobiliser. Et après, de 25 ans jusqu'à 45 ans, en fait, on les perd. Parce qu'ils ont leur vie de famille, leur vie professionnelle, et puis ils sont vraiment axés là-dessus. Donc, effectivement, c'est toute une période qu'on perd. Et après, on les récupère une fois qu'ils sont soit parents d'enfants plus âgés ou soit grands-parents, où ils reviennent vers le monde associatif pour montrer à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, en fait, les bienfaits, par exemple, de l'environnement, etc. Donc je pense que c'est aussi là-dessus qu'on pourrait aller en disant, vous pouvez venir également avec vos enfants, faire des activités ou autres, et puis emmener toute la famille avec. Je pense que c'est un des axes où on peut travailler. Bonjour, Sandrine Farmy du Parc des Vosges du Nord. Les outils ont été un peu présentés par rapport aux outils en termes de médias, etc., pour informer sur les actions notamment des bénévoles, pour les bénévoles. Et ça a été indiqué que les outils internet, réseaux, etc., étaient peut-être les plus utilisés et peut-être perçus comme peut-être les moins efficaces pour les associations. Et je m'interrogeais si ça a été peut-être un peu plus développé dans le cadre de l'état des lieux, et notamment est-ce que ces outils-là permettent vraiment de fédérer, permettent vraiment de visibiliser les actions, et s'il y a des leviers ou des freins qui sont envisagés. En fait, donc les outils numériques. Effectivement, c'est un petit peu plus développé dans le rapport de synthèse complet. Et c'est des outils qui, même s'ils ne sont pas perçus comme efficaces, ils sont bien sûr incontournables. En fait, si on veut exister et être connu maintenant en tant qu'association, il faut avoir un site internet, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Mais justement, le frein, c'est que il y a une multiplication et donc ces outils se noient, c'est-à-dire que le citoyen, il y a je ne sais pas combien de pages Facebook, je ne sais pas combien de sites internet, etc. Et donc finalement, à la fois, on ne peut pas s'en passer, on est obligé en tant qu'association d'avoir ça, mais c'est quelque chose qui demande énormément de temps, ça demande beaucoup de temps de nourrir les réseaux sociaux, d'être présent sur Internet. Et pour autant, c'est très difficile de se démarquer et de réussir à atteindre un public qui n'était pas déjà derrière nous, en fait. Donc c'est ça surtout le frein. Et donc il faut réfléchir, c'est sûr qu'on ne va pas arrêter de communiquer sur le numérique, mais il faut aussi parfois réfléchir aux moyens qu'on met dans la communication, à s'interroger vraiment sur la plus-value de telle ou telle action, et pourquoi pas
reprendre cette énergie et ce temps et même les moyens qu'on met sur ça et qui n'est pas forcément efficace pour aller à nouveau à la rencontre du public directement. Parce que même les publics, en fait, ils vont avoir plus de possibilités de voir notre site internet ou notre page Facebook, puisque c'est une vitrine et que ça touche forcément un public très large. Mais s'ils n'ont pas un interlocuteur en face d'eux avec qui ils ont pu vraiment échanger sur l'action de l'association et où il se passe quelque chose, en fait, il y a une connexion qui se fait, on se dit ok, j'adhère ou pas à cette association et à ce qu'elle fait, ça ne fonctionne pas. Donc il faut aussi et surtout pas négliger ce contact dans la vie réelle, quoi. Michel Grosjean, présidente d'Alsace Nature. Il y avait un point qui me paraît important de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est la participation à la décision. Je crois qu'aujourd'hui, les citoyens, ils sont effectivement prêts à faire des sorties, à faire des comptages, mais ils souhaitent également participer à la décision. Et donc là, en termes de mode de fonctionnement, je nous invite également à l'administration et nous-mêmes à regarder nos modes de fonctionnement. Aujourd'hui, un bénévole qui veut participer à une commission, que ce soit au niveau des services de l'État, que ce soit au niveau des collectivités, ça se fait généralement en semaine. Et donc la participation des plus actifs sont parfois très difficiles. Voilà. Donc ça, c'est un point de questionnement qui semble important parce que c'est un point de découragement quand effectivement on s'investit, on réfléchit, on a des propositions à formuler et qu'on n'est pas également au devant de la scène et qu'on n'est pas présent dans les commissions pour pouvoir les défendre. Ce mode de fonctionnement, on l'a connu, on l'a évoqué dans le cadre de la politique de la ville, mais c'était effectivement des points qui avaient déjà été beaucoup discutés préalablement quand on a voulu effectivement engager les citoyens dans la participation et notamment la participation à la décision, parce que c'est quand même important que la décision puisse être aussi valorisée pour les citoyens. Et c'est là qu'effectivement, on a peut-être plus de cheveux blancs dans ces moments-là, parce que c'est un problème de disponibilité, et je suis certaine que beaucoup de jeunes seraient vraiment prêts à participer beaucoup plus à ce type de rencontre. Merci. Je me permets de répondre. Effectivement, la plupart du temps, que ce soit pour l'État ou les collectivités, ce sont des salariés, donc disponibles en journée. Après, rien ne vous empêche de vous concerter au sein de votre entité et d'envoyer quelqu'un qui porte la parole vers l'État ou les collectivités. C'est ce qu'il y a de mieux à faire actuellement. Je ne peux pas vous proposer plus parce qu'effectivement, c'est aussi par rapport au bien-être des salariés. On ne va pas leur proposer des réunions le soir jusqu'à 21h parce que c'est par rapport à leur vie de famille, c'est aussi assez compliqué. Donc, effectivement, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas de solution miracle et qu'on regarde avec vous pour faire mieux. On vous intègre au maximum, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour nous actuellement. Non, à Strasbourg, on teste des formats de participation citoyenne qui sortent un peu justement de ce schéma, pour éviter ce qu'on appelle les TLM, toujours les mêmes. En fait, le bilan, il est mitigé, quoi. On fait des trucs entre midi et 2, on fait des trucs les samedis, on fait des trucs le soir avec garderie d'enfants, des trucs à 18h pour pas que ce soit 20h. C'est pas évident. C'est pas le lien entre les moments où on implique les gens et leur disponibilité en croyant qu'ils sont plus disponibles, ou certains sont plus disponibles à ces heures-là, c'est pas évident. Je crois qu'il y a d'autres ressorts, et c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis après, il y a le grand sujet du statut du bénévole associatif. Et bien, c'est quand même, nous les élus, on a des décharges horaires dans nos entreprises, on peut se libérer pour participer à des instances, alors pas toutes, évidemment, mais au moins on a ça, et je pense qu'effectivement, il faut que, voilà, ça serait quand même bien, quelques parties, pour faire référence aux échéances, aux prochaines échéances, quelques parties portent ce projet d'améliorer le statut du bénévole pour qu'il puisse, et pour que son employeur accepte de le libérer, comme il le fait pour les élus, pour ses activités associatives. Je suis désolée, on me fait signe de cesser
la session de questions, mais en tout cas, je suis très heureuse de voir que ça suscite plein de questions et déjà des échanges. Mais promis, vous allez pouvoir continuer ces échanges tout de suite pendant la pause repas et à l'intérieur des ateliers. Et puis pour ceux qui reviennent demain, on aura encore un temps de questions après la table ronde. Merci beaucoup et bon appétit.